Alors, à Clermont-Ferrand, il y a une spécificité, c'est la présence très importante, depuis l'automne 39, des premiers réfugiés qui sont arrivés, c'est-à-dire des personnels, des étudiants, des professeurs de l'université de Strasbourg, repliés à Clermont-Ferrand, et pour lesquels la défaite de 40 signe véritablement le choix décisif à prendre. Rentrer à Strasbourg, c'est devenir allemand, puisque l'Alsace-Lorraine est annexée, et c'est partir sur le front, dans les rangs de la Wehrmacht, pour les jeunes gens qui en ont l'âge, ou bien c'est rester à Clermont-Ferrand, rester en Auvergne, et puis tout faire pour essayer de rentrer le plus tôt possible dans leur province libérée. Donc c'est une des raisons pour lesquelles un des premiers foyers patriotiques de résistance de Clermont-Ferrand, c'est l'université de Strasbourg. Et cette université de Strasbourg va être en quelque sorte un ferment autour duquel vont se trouver un certain nombre de contacts. Par exemple, à l'automne 1940, Lucie Aubrac, qui s'est réfugiée à Lyon, dont le mari, qui était ancienne enseignante à Strasbourg, vient et va rencontrer par exemple Cavaillès, qui est mathématicien, qui a été nommé à Clermont-Ferrand. Elle va rencontrer Dacier de la Vigerie, elle va rencontrer un journaliste de la montagne qui s'appelle Maurice Felu, et autour de ça va émerger petit à petit une idée vague encore, mais il faut faire quelque chose. Après, il y a, j'allais dire, des foyers où les gens se retrouvent par affinité, affinité professionnelle. Les journalistes, par exemple, de la montagne, comme Rochon, comme Folu, par affinité parce qu'ils se sont trouvés autrefois dans les combats syndicaux, par exemple, autour des grandes grèves de 1936 du Front populaire. C'est par exemple le cas d'un syndicaliste de Volvic qui s'appelle Charles Flambard. Ça peut être aussi le fait que ce sont des gens qui ont été des militaires, qui un temps ont été prisonniers de guerre et puis qui se sont soit évadés pour rejoindre la zone sud et qui ne supportent absolument pas l'idée de la défaite. Ça va être le cas de Coulodon par exemple, ça va être le cas de Paul Bert qui est un ancien sous-officier de la Marine nationale, ça va être le cas de beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette idée de la défaite. Et puis il y a ceux qui y sont, j'allais dire, pour des raisons idéologiques très fortes, des républicains fervents, comme peuvent être par exemple les francs-maçons d'Aurillac. Ça c'est un cas particulier, mais le premier noyau de résistance à Aurillac dans le Cantal, c'est une réunion des francs-maçons aurillacois, dès l'été 1940. Ailleurs, eh bien, on peut avoir des gens qui, individuellement, se disent il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors ça peut être écrire à la craie Vive de Gaulle, ou dessiner des drapeaux français. À bas Pétain, par exemple, le jour du 14 juillet 40, il y a des graffitis de ce type, en particulier à Riom, en particulier à Clermont. Et puis ça peut être aussi des gens qui, tout d'un coup, se disent qu'il va falloir peut-être passer à autre chose. Mais cette autre chose, à l'automne 40, c'est quelque chose de beaucoup trop diffus. Sinon, encore une fois, avec les militaires, l'idée qu'il faut cacher les armes qu'on a pu sauver de la débâcle, cacher du matériel qui pourrait éventuellement servir. C'est par exemple dans ce type d'environnement que se développe très tôt un mouvement qui s'appelle les Ardents en Auvergne, qui va être constitué par des gens, on va dire, constitués plutôt à droite de l'échiquier politique avant la guerre, mais qui se préparent en quelque sorte à une revanche sur l'allemand, sur le Boche. Alors que plus tard, les communistes vont véritablement entrer dans une revanche j'allais dire des communistes contre les fascistes, c'est-à-dire une guerre idéologique, véritablement. Et il y a tout ce panel, tout cet éventail, et tout le monde n'y entre pas au même moment, pour les mêmes motivations, et tout le monde, parfois certains y entrent, j'allais dire, sous l'effet d'un choc. Coulodon raconte par exemple qu'il ne supportait pas, au début 1943, de voir des officiers allemands qui mangeaient à leur faim des bons steaks dans les restaurants clermontois alors que les Français ne pouvaient pas y accéder. Il y a des jeunes gens qui se souviennent du grand drapeau nazi sur le balcon du grand hôtel Place de Jaude, qui était comme une espèce de chiffon rouge qui véritablement mettait en colère les patriotes qui traversaient la place. Et puis bien sûr, il va y avoir après aussi l'idée de toutes les atteintes à la liberté, l'interdiction de circuler, les difficultés de correspondance avec la zone nord, et puis quelque chose qui est déterminant à partir de 1942,
le fait que la population se met à comprendre qu'on a accepté peut-être pendant un temps de collaborer avec l'Allemagne en espérant que les 1 600 000 prisonniers de guerre d'Allemagne allaient rentrer retrouver les familles, que c'est un leurre, qu'il n'en est rentré que quelques milliers. Et ça va être déterminant pour le refus du STO. Certaines familles qui étaient maréchalistes vont en quelque sorte pousser leurs enfants plus jeunes à être des réfractaires, parce qu'il est impensable que la jeune génération rejoigne en Allemagne, en captivité, au service des Allemands, eh bien, ceux qui y sont déjà depuis la défaite du printemps 40. Alors, il n'y a pas un profil type de résistant. Il y en a qui ont été engagés plus tôt que lui dans cette affaire. Mais je veux dire que le profil, c'est un spectre très large. C'est d'abord une notion de patriotisme. Résister en 1940, c'est faire preuve de patriotisme par rapport à l'ennemi traditionnel allemand. Ça, c'est clair. Après, il y a d'autres combinaisons qui entrent en ligne de compte. C'est l'idée que c'est une motivation idéologique. Ce sera le cas, par exemple, des gens les plus engagés dans les syndicats, dans les partis politiques. Encore que pour les communistes, en dehors de manifestations individuelles, il faudra attendre 1941 pour que les voir entrer véritablement dans l'action. Mais c'est essentiellement le patriotisme. Alors, si vous voulez, quelles sont les sources du recrutement? Je veux dire que chaque milieu recrute à sa manière. Le milieu sportif est un milieu dans lequel on va trouver des jeunes gens. Si on regarde le profil de Camille Leclanché, de son copain Labonne par exemple, ben c'est autour du ski. Ce sont des jeunes gens qui font de l'athlétisme, qui font de la lutte, dans les clubs de Clermont, la SM par exemple, mais pas seulement, et qui fréquentent les pistes de ski naissantes dans le massif du Mont d'Or, par exemple, le Tour de Besse. Il ne faut pas imaginer des stations de ski très perfectionnées, hein, mais ils se retrouvent là. Et ils sont repérés comme des grands gars costauds, sportifs, qui aiment un peu aventureux. Et finalement, c'est un certain Louis Dabert qui va parler à Camille et qui va lui dire tu as vraiment envie de partir en Allemagne, toi? Tu es sûr que tu as envie d'y aller? Si un jour tu te décides à ne pas partir et que tu sois requis, tu te rappelles, tu me contactes, on pourra faire quelque chose. C'est comme ça que ça se passe tout simplement, hein. C'est dans les vestiaires des clubs sportifs parfois qu'il y a des petits mots qui appellent à la résistance, qui sont placés, ou des petits tracts pliés en quatre qui sont placés dans les poches des vêtements de ceux qui sont en train de faire du sport, et quand ils se rhabillent, ils le trouvent, on leur demande de faire circuler. Dans le milieu médical, on va plutôt s'adresser à son collègue médecin en lui disant qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais tout le monde avance, j'allais dire, avec prudence et à tâtons, parce il faut bien se dire qu'une grande majorité de Français est favorable au maréchal Pétain pendant quasiment toute la durée de la guerre, se prononce contre Laval de manière plus marquée à partir de 1943 et à partir de l'invasion de la zone sud, mais les opinions ne sont pas toujours aussi tranchées. Et entrer en résistance ne va pas de soi. Camille Leclanché est emblématique de ces jeunes gens qui se sont engagés dans la résistance active, armée, très tôt au printemps de 1943. Pour une raison simple, en Auvergne en tout cas, que c'est le moment où la présence de l'armée allemande est effective depuis la fin de novembre 1942 et l'invasion de la zone sud, c'est-à-dire où la présence de l'occupant est véritablement visible et qu'elle devient insupportable pour tous les patriotes, en particulier comme Camille, dont le père est un ancien combattant de la guerre de 14, qui est mort des suites de la guerre, pour lesquels la présence du Boche à Clermont est absolument inimaginable. Le drapeau nazi accroché aux rambardes du Grand Hôtel, une véritable insulte pour les Clermontois qui traversent la place de Jaude. Et pour lui, il y a une échéance, c'est qu'il est à l'âge où il va être requis pour partir au service du travail obligatoire en Allemagne. Donc soit il va devenir tout simplement un défaillant, c'est-à-dire quelqu'un qui est réfractaire à l'appel et qui va se cacher, et qui va peut-être rester caché jusqu'à la fin de la guerre, ou qu'il va faire partie de cette
petite minorité extrêmement engagée, courageuse, qui va évoluer vers une forme véritablement de désobéissance qui va être une résistance armée. Et pour Camille, ça va être en direction essentiellement du sabotage, des évasions, de toutes les actions coup de poing que la résistance auvergnate, plus particulièrement dans le Puy-de-Dôme, va conduire. À partir du moment du début 43, où les jeunes gens se trouvent dissidents, en quelque sorte, réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, il faut les cacher. Et ça, c'est quelque chose qui déborde complètement l'idée de la résistance telle qu'elle s'était constituée dans les mois qui ont précédé. Parce qu'il y a un afflux de jeunes gens qu'il faut cacher dans les campagnes, il faut prendre en main leur encadrement pour ne pas les mettre en danger, et surtout, il va falloir les occuper. Alors, dans les campagnes, pendant un bon moment, pendant l'été 43, ils vont travailler au champ, ils vont aider, ils vont être accueillis à bras ouverts par la plupart des agriculteurs, parce qu'ils vont servir d'une main-d'œuvre d'appoint. Par contre, ça va devenir extrêmement tendu et dangereux lorsque la mauvaise saison va arriver, lorsque l'hiver va arriver. Lorsque vous partez, par exemple, du côté du lac de Montsinaire, créer un maquis, là-haut, dans les montagnes dans les montagnes auprès de Besse, c'est très agréable l'été, ça ressemble à un grand camping. Quand la burle se met en marche et que la neige tombe, ça devient un piège terrible, parce que les traces de pas dans la neige, pour aller se ravitailler par exemple, ben c'est un jeu de piste dans lequel la police et la gendarmerie n'ont plus qu'à se mettre pour repérer les lieux de cache. Alors, cette idée de résistance, je crois qu'il ne faut pas la figer dans le résistant en armes, mais il faut la voir comme quelque chose de progressif. On a des actions individuelles, et d'abord, dans un premier temps, des actions individuelles pour aider. Aider des filières d'évasion, par exemple, évasion de prisonniers de guerre, aider des personnes recherchées pour des raisons politiques ou pour des raisons raciales, par exemple. C'est le cas des Juifs, par exemple, ou des étrangers, qui se sont des étrangers anti-nazis réfugiés en France, comme il en est un certain nombre en Auvergne, comme dans d'autres régions. Et puis c'est surtout fournir des renseignements aux alliés. Ça, c'est, je crois, la première des choses. Essayer de constituer des réseaux efficaces de renseignements qui vont pouvoir apporter des informations aux alliés sur les positions des troupes allemandes, sur leurs mouvements, sur leur dangerosité, pour permettre aux alliés d'avoir des impacts de bombardement et bien entendu des possibilités de débarquement lorsque le moment sera venu. En Auvergne, il ne s'agit pas de débarquement, mais il s'agit de donner des impacts, par exemple, de bombardement. Les plans de l'aérodrome d'Olna, par exemple, qui vont conduire à des arrestations nombreuses, dont celle de l'instituteur de Chamalières, Klein, qui était un réfugié alsacien-lorrain, qui sera fusillé justement à Olna. C'est donner les plans, par exemple, des usines de Catarou. Michelin est condamné, comme la plupart des grandes entreprises, à des réquisitions qui partent en Allemagne, et les plans de l'usine vont être confiés à la RAF qui va bombarder les usines de Catarou. Ce sera un moment, au printemps 44, un moment très violent et très dangereux dans la vie des Clermontois. Puisque la résistance devient de plus en plus diverse, de plus en plus multiforme, il faut l'organiser. Et, et c'est ainsi que les réseaux, les mouvements vont fusionner souvent ensemble, constituer une sorte d'armée secrète au sein de ce que l'on a appelé les mouvements unis de résistance. Ce n'est pas la seule organisation. Autour du Parti communiste, dont un grand nombre de membres sont entrés en résistance à partir de 1941, eh bien, il va y avoir ce que l'on appelle le Front national de libération, au sein duquel vont émerger une branche armée qu'on appelle les francs-tireurs partisans. Voilà les deux éléments, les deux branches, en quelque sorte, de la résistance armée dans notre région. Entrer en résistance ne va pas de soi. Ça veut dire tout simplement ne plus avoir de papier, parce qu'on est clandestin. Ne plus avoir de papier, ça veut dire ne pas avoir de ticket de rationnement pour obtenir de la nourriture, des vêtements, du tabac, etc.
Donc c'est véritablement entrer dans une vie marginale, extrêmement compliquée, lorsqu'à partir de 1943, on va être sous plusieurs surveillances. La surveillance de la gendarmerie française, qui n'est pas la plus terrible, de la police française, mais aussi essentiellement, et là c'est beaucoup plus dramatique, de la milice, qui est créée au mois de janvier 1943, qui a tout pouvoir donné par Darnan au-dessus de la police et de la gendarmerie française pour arrêter ce qu'ils appellent les communistes, les juifs, les gaullistes, etc. C'est-à-dire le panel le plus large possible. Et puis bien entendu, le SIPO, c'est-à-dire la police allemande dans les territoires occupés, dont l'antenne, sous la direction d'un certain Geisler, se trouve à Vichy et qui a des antennes à Clermont-Ferrand en particulier, au sinistre 2 bis avenue de Royat. L'hiver 44 commence d'une manière terrible aussi par les rafles à Combronde, les rafles à Riom, fin février 44, à Volvic et à l'Espinasse, le 1er mars 1944. L'Espinasse, depuis le mois d'avril 1943, c'est le berceau de ce qu'on appelle le premier corps franc d'Auvergne. C'est-à-dire, c'est un ensemble de bâtiments dans lesquels se réfugient brièvement, quelques jours, quelques nuits, en fonction des moments et de la dangerosité des temps, ce qu'on appelle le corps franc, c'est-à-dire la frange armée des résistants, qui sont passés des réseaux d'évasion, des réseaux de renseignement, véritablement à la lutte armée. Et ce corps franc, il s'est installé là grâce à des locaux. Il s'est installé là grâce à, en particulier, Lucien Blanchet, qui est proche, qui est de Châteauguay, qui a trouvé ces bâtiments. Il s'est installé là grâce à un autre local qui s'appelle Gential, dont le nom de guerre est Dumas, et puis aussi grâce à la complicité d'un village qui se trouve en dessous, qui va servir de relais et qui va permettre aussi de fournir des voitures et de cacher. Je veux parler du village de Volvic, dans lequel le garagiste Paul Bert va jouer un rôle essentiel parce que c'est lui qui va cacher les voitures de la résistance, c'est lui qui va les maquiller, qui va maquiller les plaques et qui va permettre d'avoir une espèce d'escale intermédiaire entre la plaine et la montagne où se trouve le corps franc. Et les corps francs vont mener des actions de sabotage, des actions contre les collaborateurs, contre les occupants, et ils vont véritablement passer à une dimension armée de la lutte de la résistance. Alors pour en revenir à ce premier corps franc, les profils de ceux qui le composent sont extrêmement intéressants. Il y a par exemple un garagiste qui s'appelle Antoine Lorca, qui va être chargé, lui, des véhicules. C'est quelqu'un qui est un personnage absolument flamboyant, courageux, un vrai chef de bande qui va avoir une aura extraordinaire avec ses hommes. En ce qui concerne Max Menu, qui est connu sous le pseudonyme de Bénévole, il est dès l'origine membre de ce premier corps franc. Et avec son épouse, qui est pharmacienne à Riom, ils vont être un des premiers foyers du mouvement combat dès la fin de 1941. Et Menu va faire partie de toutes les aventures du premier corps franc. Et avec son épouse, qui sera obligée de passer à la clandestinité à partir de l'hiver 1943-44, ils seront les responsables du service de santé du maquis au moment du regroupement des maquis au printemps 44 au Montmouchet. Et c'est dans ces circonstances que son épouse sera arrêtée avec des blessés du maquis et qu'elle sera ensuite ramenée à Clermont-Ferrand, abominablement torturée avant d'être exécutée au mois d'août 1944. Et puis, bien entendu, il y a le personnage extraordinaire qui est le personnage d'Émile Couledon. Je dis extraordinaire, non pas parce qu'il avait une stature particulièrement extraordinaire, non pas parce que c'était quelqu'un d'universellement connu, mais c'est parce qu'il a eu ce génie, en quelque sorte, de penser que, étant le dépositaire avec son père de la marque Philips en Auvergne, le meilleur moyen de recruter des gens dans la résistance, c'était de s'appuyer sur son réseau commercial.
C'est la raison pour laquelle il a créé des noyaux de résistance, aussi bien dans l'Allier que dans le Cantal, que dans le Puy-de-Dôme, que dans la Haute-Loire, à travers les magasins Philips qui revendaient les produits dont son père était le correspondant régional. Et Coulodon va s'imposer comme le chef de l'armée secrète pour le Puy-de-Dôme et comme véritablement un des moteurs du regroupement des différentes armées secrètes du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme pour une moindre part de l'Allier, qui va organiser les grands maquis mobilisateurs du printemps 1944 dans la Margeride, en particulier au Montmouchet, et dans la vallée de la Truyère, et qui vont contribuer à la libération de notre région pendant tout l'été 1944. Un autre personnage important dans ce groupe, c'est aussi Robert Huguet. Robert Huguet, dont le pseudo sera Prince, qui va être chargé de la très grande responsabilité de l'organisation des maquis, de leur inspection et surtout de leur financement, parce qu'il a bien fallu trouver de l'argent qui a été en général apporté, soit par, soit par des parachutages qui a été apporté aux résistants, soit qui est arrivé par d'autres manières diplomatiques par le biais de la Suisse, parce qu'il fallait absolument de l'argent pour payer des faux papiers, organiser la vie clandestine de tous ces gens. Alors, c'est cet assemblage un peu hétéroclite dans lequel il y a des hommes qui ont une bonne quarantaine d'années et des très jeunes, comme Rustan, par exemple, comme Labonne, comme Camille Leclanché. C'est ce mélange de ces très jeunes gens et de ces hommes beaucoup plus aguerris qui va faire finalement l'armature de la résistance. Alors, la donne change à partir de l'hiver 43, je dirais même dès le début de l'automne 43, parce que la conjugaison des actions de résistance, vol dans les bureaux de tabac, tentatives d'attentat, etc., contre des soldats allemands, vol de pneus, vol dans les magasins des chantiers de jeunesse, ça entraîne de la répression. La répression entraîne à son tour des actions plus violentes de la résistance, qui entraînent à son tour des actions de répression. Et vont commencer, à ce moment-là, à Auvergne, le temps des grandes rafles. Ce sont les grandes rafles qui vont commencer, et elles vont, dès le mois de juin, tomber sur les étudiants de l'université de Strasbourg qui se trouvent dans leur cité universitaire à la Gallia, avec la grande rafle, alors la plus grande rafle jamais réalisée dans une université à la fin novembre 1943. Mais il ne faut pas oublier non plus des rafles ponctuelles, comme par exemple au Martre de Verre, à Saint-Maurice-et-Salier, à Billon, sur des lieux comme la ferme de la Rapine, par exemple, près de Lezoux, qui était un lieu d'un réseau de renseignement de l'armée extrêmement important, rafle dans les milieux militaires autour de l'organisation de résistance de l'armée à Roya, par exemple, et la tension, la pression va se resserrer de plus en plus, monter en puissance des actions de la résistance, monter en puissance de la répression.